Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Aujourd'hui, nous recevons Lucien Cerise. Bonjour à toi, Lucien. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être revenu sur la chaîne. Aujourd'hui, tu viens nous présenter Le suprémacisme blanc, peuple autochtone et Great Reset, paru aux éditions Culture et Racines, tout fraîchement sorti. Avant toute chose, je voudrais faire deux propos l'un sur le Tipeee. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec des petits dons, ça fait toujours plaisir et ça facilite le développement de la chaîne. Et le deuxième propos concerne Odyssée, au cas où les vidéos seraient amenées à être censurées puis la chaîne strikée, eh bien vous pourrez vous rabattre sur la chaîne Odyssée qui existe déjà depuis un bon bout de temps. Je mets constamment le lien de la même vidéo que vous visionnerez actuellement sur la description de la vidéo YouTube. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus. Même si vous avez vu cette vidéo, allez cliquer dessus. Ça fait toujours des vues sur Odyssée. Et n'hésitez pas à vous y abonner. Alors, le titre a pu en surprendre certains. Peut-être il y en a parmi ces personnes qui ont mal interprété, mal compris ou qui ont très bien compris le titre. Et je commencerai par une question simple qui est: comment peut-on définir le suprémacisme blanc, justement? Bien, donc là, c'est la question que j'aborde dès l'introduction du livre, puisque je donne deux définitions du suprémacisme blanc. C'est donc l'idée, c'est le discours, la doctrine politique comme quoi il y a une hiérarchie entre les races, et donc les blancs sont supérieurs aux autres races, mais ça peut être aussi la souveraineté des blancs sur leur territoire d'origine, ce qui rejoint justement le sous-titre. Puisque effectivement il y a un titre écrit en gros et il y a un sous-titre qui est écrit en plus petit, donc le suprémacisme blanc peut aussi désigner en fait la souveraineté des peuples autochtones blancs sur leur territoire d'origine. En fait, le problème, c'est que cette deuxième définition, en réalité, c'est pas vraiment du suprémacisme, c'est plutôt du souverainisme, donc du nationalisme. Et c'est là où il faut vraiment distinguer, à mon avis, deux choses que les médias confondent, c'est le suprémacisme blanc et le nationalisme blanc. Mon livre s'évertue à distinguer les choses, à distinguer ces deux tendances, en montrant les interactions, évidemment, et puis pour dire que, en gros, effectivement, le suprémacisme blanc fondamentalement est perverti de l'intérieur par un certain nombre de biais psychologiques ou cognitifs qui en fait le rendent compatible à la fin, au bout d'un moment, avec le mondialisme. Là où le nationalisme blanc, en quelque sorte, est incorruptible. Évidemment, tout peut se corrompre, enfin, du moins, les gens peuvent se corrompre. Mais sur le plan philosophique, il faut vraiment distinguer entre le suprémacisme, qui a une dimension de transgression des limites, et par le colonialisme, l'impérialisme, ou tout simplement par le sentiment de supériorité, qui n'est pas forcément toujours justifié. Il faut distinguer ça du nationalisme, qui est vraiment, là, par contre, une culture des limites et des frontières. Et donc une véritable culture de la souveraineté et de l'autonomie. Une vraie culture, en fait, adaptée, justement, au respect des peuples autochtones. Parce que le livre m'a été en partie inspiré par les recherches d'Antonin Campana sur son blog Terre autochtone, le blog des indigènes d'Europe, et qui en fait a eu le coup de génie de s'inspirer de la déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU. Pour les faire nôtres, c'est-à-dire que cette déclaration sur les droits des peuples autochtones est appliquée à tout le monde sauf aux blancs, en partie, et donc sauf aux Européens, les blancs n'étant pas autochtones ailleurs qu'en Europe fondamentalement. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument effectivement faire. Quand on est un nationaliste français, il faut effectivement s'appuyer sur un certain nombre de textes qui nous protègent au même titre que le nationalisme africain ou que le nationalisme arabe ou que toutes les autres formes de nationalisme.
Donc je reproduis le préambule de cette déclaration de l'ONU en tête du chapitre 1 de mon livre. Et puis tout de suite après, je pars sur les menaces qui pèsent sur justement les autochtones d'Europe, les aborigènes d'Europe, c'est-à-dire les blancs d'Europe, quoi. Pour montrer qu'en réalité, même l'ONU peut représenter aussi évidemment une menace, puisque son texte sur les droits des peuples autochtones appliqué aux Européens, c'est un outil d'autodéfense culturelle, d'autodéfense identitaire. En revanche, le texte de l'ONU surnommé Pacte de Marrakech, là représente une vraie menace. Justement, en transgressant, bizarrement, l'ONU transgresse les textes qu'elle-même promulgue, puisque le pacte de Marrakech vise à normaliser une immigration sans limite. Et donc vise à renverser les droits justement de souveraineté des peuples autochtones sur leur propre territoire quand ils s'appliquent à l'Europe. Puisque, aujourd'hui, l'immigration a tendance à aller toujours un peu dans le même sens, c'est du sud vers le nord. Donc, là, on voit les contradictions internes des grandes ONG, des grandes organisations comme l'ONU. Mais il faut savoir exploiter justement ces contradictions internes quand c'est bon pour nous. Et puis donc dans le chapitre 1, je montre tous les dangers qui pèsent sur les autochtones d'Europe, notamment les dangers émanant de la Commission européenne, avec tous les textes qui visent à faire finalement de la discrimination positive des non-européens en Europe, et qui vont instituer un privilège non blanc, puisqu'on nous casse les pieds avec le privilège blanc. En réalité, là, c'est un privilège non blanc qui est en train de s'institutionnaliser et de se légaliser en Europe. Donc les autochtones d'Europe sont en train d'être traités comme s'ils étaient finalement comme s'ils n'avaient aucun droit sur la souveraineté de leur territoire d'origine. Donc là il y a un véritable scandale intellectuel, un véritable scandale politique auquel certaines personnes vont répondre par le suprémacisme blanc. Le problème, c'est que quand on analyse le suprémacisme blanc dans ses tentatives historiques, ce sont que des échecs. Donc la suite du livre ensuite passe en revue 4 exemples historiques qui sont 4 échecs. Et donc j'essaye de comprendre pourquoi. C'est en réalité, comme je le disais, parce que le suprémacisme blanc, fondamentalement, est compatible avec le mondialisme. Voilà. Et là où le nationalisme blanc, lui, par contre, effectivement, représente une véritable alternative au mondialisme et donc à la perte de souveraineté des autochtones, quels qu'ils soient. Parce que ce que je dis sur les blancs en Europe, ça vaut pour les noirs en Afrique, ça vaut pour les arabes en terre arabe, ça vaut pour les asiatiques en terre asiatique. Je ne suis pas dans un exclusivisme racial. Aujourd'hui, je pense il faut effectivement être un peu dans cette perspective, un peu de nationalisme de tous les pays, unissez-vous, en quelque sorte. Même si c'est un peu utopique, un peu niaiseux, même un peu, je dirais, un peu, rêveur. Mais bon, je veux dire, tout ce que je dis concernant la défense des droits des Européens s'applique justement à des gens qui ne sont pas européens sur leur terre d'origine. Parce que je suis désolé, mais si les Blancs sont apparus en Europe, c'est pas par hasard. Toutes ces questions d'adaptation au territoire ont une raison à l'origine, une raison physiologique. Les cultures sont prélevées sur effectivement les physiologies, les cultures dérivent des idéologies, ce qu'on appelle le caractère ethnique, qui est un peu cette espèce de mariage de génétique et d'épigénétique, mais une épigénétique calquée sur le matériel génétique. Ça, c'est pas par hasard que effectivement tel caractère identitaire apparaît à tel moment, à tel lieu. C'est tout simplement parce que c'est adapté. Voilà. Donc là, il faut effectivement revenir au grand principe de la sélection naturelle. La sélection naturelle. Alors, j'entends déjà hurler les créationnistes ou qui vont dire voilà, c'est de l'évolutionnisme. Non, mais la sélection naturelle, fondamentalement, c'est un principe philosophique. Ça veut dire que le réel sélectionne ce qui marche.
et ce qui ne marche pas, tout simplement, ça disparaît. Or, là, on est dans une tentative de transgression de la sélection naturelle. En d'autres termes, ça s'appelle, d'autres personnes vont appeler ça le transhumanisme. Le transhumanisme est une véritable, une tentative, mais de faire une révolution, une table rase sur la nature humaine, pour commencer à sélectionner au sein de l'espèce humaine ce qui ne marche pas forcément. Là, en fait, je fais un décryptage, évidemment, le transhumanisme ne se décrit pas comme ça explicitement. Mais le transhumanisme, dans la version là, qui est en train de nous être appliquée avec la grande réinitialisation, Klaus Schwab, etc., dont je parle dans le chapitre 1, c'est vraiment une tentative d'en finir avec l'espèce humaine et avec le mode de sélection des êtres humains par justement l'adaptation à l'environnement. C'est juste ça, la sélection naturelle, c'est que en fait, les formes vivantes apparaissent par adaptation à leur environnement. Quand elles ne sont pas adaptées, elles disparaissent. C'est du bon sens, j'ai envie de dire. Parce qu'elles ne sont pas adaptées, donc elles ne peuvent pas en fait se pérenniser. Là, le transhumanisme, c'est une tentative en fait d'inverser ça. C'est-à-dire qu'en gros, on va sélectionner les formes de vie en laboratoire, en quelque sorte. Et donc, en fait, on va les sélectionner culturellement et non pas naturellement. Donc, on passe à une sélection culturelle. Donc, on est dans une tentative, en fait, de remplacer la nature par la culture. C'est une révolution sans précédent. Il faut vraiment mesurer l'énormité de ce qui est en cours, que nous sommes en train de vivre en temps réel, puisque la pseudo-crise sanitaire n'a pas d'autre fonction que de servir de prétexte à abolir la sélection naturelle pour passer à une sélection artificielle, culturelle, enfin purement culturelle, en quelque sorte, donc artefactuelle. Donc je viens de résumer le premier chapitre, et en fait je montre comment, alors c'est assez contre-intuitif, mais comment en fait le suprémacisme blanc accompagne en réalité, voire incube tous ces éléments transhumanistes depuis le 19e siècle. C'est avoué, c'est devenu explicite au fil des années, notamment, il y a des publications récentes, récentes, je veux dire, rapportées à l'histoire, évidemment c'est récent, mais je pense au livre de Guillaume Fay, l'archéofuturisme, sorti en 1998, qui essaye d'articuler suprémacisme blanc et donc a priori respect des formes identitaires ethniques avec le transhumanisme. Bon, c'est forcément un échec. Le monde est complexe. Comment réussir à articuler les deux positivement? Je pense que ce n'est pas possible. Donc je m'explique là-dessus. Enfin, je fais une discussion, une disputatio avec Guillaume Fay dans le premier chapitre, à la fin du premier chapitre, où j'accuse en quelque sorte. Je montre que, en gros, l'idée selon laquelle en fait, le suprémacisme blanc, c'est le suprémacisme technoscientifique, et donc que les blancs ne sont pas menacés par la technoscience, je montre en fait en quoi cette idée est fausse. Et en fait, la technoscience, dans ses ultimes conséquences transhumanistes, ne menace pas que les blancs, elle menace absolument tout le monde. Et même la vie, au-delà même de l'espèce humaine, elle menace les animaux, elle menace les plantes. Les plantes sont elles-mêmes, quelque part, attaquées par la technoscience avec les OGM. Qu'est-ce que pensent les tomates quand elles ont été stérilisées, puisque ça existe, des tomates sans pépins, des fruits sans noyau. Je veux dire, si on faisait une interview, si les légumes pouvaient parler, je pense qu'ils se révolteraient contre ce que Monsanto leur fait subir. Mais Monsanto fait subir aux fruits et légumes ce que Klaus Schwab, ce que Bill Gates veulent faire subir aux humains, c'est-à-dire en gros une stérilisation, c'est-à-dire en fait une prise en charge par la technoscience intégrale de A à Z. Tout cela donc aura des conséquences sur le lien social. Donc là, je fais un développement sur justement le capital social, c'est-à-dire en fait ce que Robert Putnam, sociologue, politologue américain, a appelé le capital social, c'est le capital de confiance au sein d'une société. Donc là, on est vraiment dans un travail en fait sur justement le capital de confiance au sein des sociétés. C'est de l'ingénierie sociale.
De l'ingénierie sociale, c'est le travail du lien social, c'est le travail sur les liens de confiance, de méfiance et d'indifférence. Parce que ce sont les 3 grands types de relations qu'on peut avoir avec autrui. C'est individuellement, mais entre les groupes. Et notamment, les groupes ethniques peuvent éprouver de la confiance quand ils arrivent à vivre au sein d'une même nation, mais ils peuvent aussi vivre en totale indifférence quand ils vivent à l'autre bout de la planète. De la même manière, ils peuvent vivre dans la méfiance, dans la paranoïa généralisée. Ça, c'est ce qui nous arrive. Là, aujourd'hui, effectivement, le multiculturalisme, en réalité, développe de la méfiance. Comme on dit, une société multiraciale et multiraciste. Donc, c'est compensé par de l'idéologie politiquement correcte, etc. Mais on voit bien que maintenant, il ne s'agit pas, comment dire ça, l'antiracisme, en réalité, c'est du racisme anti-blanc. Et l'antiracisme, aujourd'hui, n'a plus pour objectif de pacifier les relations entre les races, c'est-à-dire, en fait, de créer de la confiance entre les races. Non, l'antiracisme, maintenant, consiste à dire aux Blancs, vous allez être annulés. C'est la cancel culture. Donc, c'est la culture de l'annulation. Donc, nous sommes effectivement passés à un nouveau stade de la dégradation du capital social. Là, on est vraiment dans l'attaque explicite, le ciblage. On montre en fait qui il faut attaquer maintenant, les Blancs. Donc ça, c'est aux États-Unis, c'est en train d'être importé en Europe. Donc en fait, nous en tant qu'autochtones, je pense qu'il va falloir réagir et se défendre. Alors, mon bouquin a effectivement pour but de détourner des erreurs pour que précisément l'autodéfense des autochtones européens soit efficace. Donc il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Et c'est pour ça que je passe en revue ces 4 régimes qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc ou du nationalisme blanc, mais qui ont échoué. Pourquoi ? Parce que la tendance au suprémacisme blanc l'a emporté sur la tendance au nationalisme blanc. Donc la tendance en fait à la transgression des limites, la tendance comme en grec à l'hubris, c'est-à-dire à la démesure, présente au cœur du suprémacisme blanc, l'a emporté sur la tendance justement au respect des mesures, au respect des limites, qui peut éventuellement aussi habiter le suprémacisme blanc dans sa tendance, dans ces aspects justement les moins délirants en fait, c'est-à-dire les plus souverainistes, et c'est tout, sans partir sur les délires technoscientifiques qui aboutissent au transhumanisme et qui se retournent contre les Blancs. Donc là, et en fait, ce ne sont pas que des vues de l'esprit tout ce que j'ai là, puisque très concrètement, les 4 régimes qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc ont représenté une menace physique sur les Blancs. Ils ne se sont pas contentés d'être moralement discutables par rapport aux non-blancs. Non. Ils ont représenté des menaces physiques et culturelles, évidemment, mais même physiques, pas simplement culturelles, sur les Blancs. Donc là, je pense qu'effectivement, il faut, si on veut que l'autodéfense des autochtones d'Europe soit efficace, il faut vraiment en fait prendre le contre-pied de ces 4 régimes politiques que je passe en revue, et qui sont donc la Confédération sudiste aux États-Unis, qui en fait s'est prolongée donc dans les lois de Jim Crow, les lois de ségrégation raciale dans les États du Sud, et le Ku Klux Klan qui en était un peu le porte-parole. Ensuite, donc l'apartheid en Afrique du Sud, le Troisième Reich et l'Ukraine post-soviétique. Et donc voilà, en conclusion, donc là je viens de résumer le chapitre 1 en fait, qui est un long chapitre, on pourrait dire d'introduction. Enfin, c'est pas l'introduction, c'est le chapitre 1, mais quelque part il pose les termes du débat, le cadre général, et ensuite je pars sur donc 4 chapitres de description en fait des travers, des biais psychologiques, des biais cognitifs, qui ont handicapé, voire même qui ont en fait en quelque sorte produit un effet, qui ont handicapé donc les régimes que je passe en question, mais même qui ont fait qu'ils se sont retournés contre les Blancs, carrément.
dans un mécanisme qu'on appelle l'hétérotélie. Hein, bon, c'est un terme grec hein, qui signifie qu'en gros, c'est quand les mécanismes, quand une chose en fait se transforme en son contraire. Donc, quand un régime qui prétend défendre les blancs, même affirmer leur supériorité, finalement se retourne contre les blancs dans un mouvement quasiment génocidaire. Et certains n'ont pas forcément compris le thème abordé, car ils ont vu en gros blanc et suprémacisme en plus petit, mais n'ont pas lu le petit sous-titre. Est-ce que tu pourrais nous développer de quoi il s'agit concernant le titre et pourquoi ce titre et avoir mis en gros ce mot blanc? Oui, alors donc je voulais faire une étude la plus exhaustive possible sur ce courant politique qui consiste en fait à estimer qu'il y a une hiérarchie entre les races et que la race blanche est supérieure aux autres. C'est en fait bon, pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est en fait je n'avais pas trop prévu de m'y intéresser, mais ça commence en 2014 dans la foulée, dans le sillage hein, du coup d'État en Ukraine, où on voit apparaître sur la scène publique des groupes de combat paramilitaires issus des clubs de foot, enfin des clubs de supporters, de hooligans, etc. Et puis un peu de partout en fait, qui se revendiquent hein, de la mémoire du Troisième Reich, notamment de la division Galicie, hein, qui était une division de supplétifs ukrainiens de la Waffen-SS. Donc il y a notamment le parti Svoboda, hein, qui est essentiellement implanté dans l'ouest de l'Ukraine, qui tous les ans fait une commémoration hein, en mémoire justement de ces supplétifs ukrainiens de la Waffen-SS, sans que ça pose finalement de problème à l'Union européenne. Puisque ce parti a quand même pignon sur rue, bon, même s'il il fait 5% maximum, hein, il fait guère plus. Donc on peut dire qu'effectivement, il n'est pas très représentatif de la population. Mais bon, le milieu néo-nazi ukrainien ne se limite pas à ce parti politique. Il est plus large et notamment il est au pouvoir, aux manettes du pouvoir aujourd'hui, enfin depuis 2014, hein, à la suite donc, du coup d'État qui a permis de faire des purges, hein, dans des lustrations, comme on dit, dans l'administration ukrainienne. Ça commence, enfin ces purges en fait commencent en 2005 à la suite de la révolution orange, hein, qui est la première révolution colorée en Ukraine et qui a permis de faire passer à la suite en fait de l'annulation d'un scrutin Mhm. qui déplaisait en fait à la CIA et au réseau Soros. Enfin, je récapitule, en 2004, donc il y a les élections présidentielles en Ukraine, il y a un candidat pro-russe, un candidat pro-américain. C'est le candidat pro-russe qui gagne. Donc ça ne plaît pas à certaines personnes, et donc ces personnes très haut placées dans l'échelle du pouvoir mondialiste lancent des manifestations. Au bout de plusieurs semaines, le Conseil institutionnel ukrainien décide d'annuler le scrutin hein, pour que les manifestations s'arrêtent, avec probablement la crainte que ça dégénère. Et puis, le même Conseil d'État décide de revoter un troisième tour, donc d'annuler le scrutin du deuxième tour qui donnait le pro-russe gagnant et de revoter un troisième tour. Et là, comme par miracle, le scrutin s'inverse et c'est le pro-américain qui gagne. Et donc, mais en même temps, 5 ans plus tard, à nouveau les mêmes, des élections présidentielles en Ukraine, et le même candidat pro-russe hein, qui s'appelle Yanukovych se représente à nouveau, hein, celui qui a donc a Mhm. été débouté, hein, qui a été éjecté des élections en 2005, et il gagne une deuxième fois, comme quoi bon, les Ukrainiens savent ce qu'ils veulent. Et donc là, les mêmes réseaux CIA, réseaux Soros, n'ont pas manifestement les moyens de relancer tout de suite une révolution colorée. Donc ils attendent un peu. Courant 2013, ils se réorganisent et ils lancent donc un mouvement hein, qui a abouti, enfin qui s'est couronné par le coup d'État à Kiev, mais qui a commencé au printemps. Un peu dans tout le pays et qui en fait a convergé ensuite vers le coup d'État, vers le putsch donc de l'hiver 2013-2014.
Et là, effectivement, donc on voit que les acteurs hein, de ce putsch viennent effectivement des réseaux Soros, donc des réseaux LGBT, entre autres, hein, et puis de gens, de manifestants payés, hein, ça c'est une pratique assez courante, mais aussi effectivement donc de groupes paramilitaires hein, qui s'inspirent en fait du national-socialisme et qui finalement, bizarrement, ne déclenche pas de scandale outre mesure hein, dans l'opinion publique occidentale. Alors, il y a eu quelques articles à l'époque, mais bon, ça a été relativement étouffé. En gros, bon, en fait, ces groupes de combat ont bénéficié d'une certaine omerta, comme on dit, et là, bon, ça, je me suis dit, mais finalement, dans quelle mesure hein, l'extrême droite, l'ultra-droite, le néonazisme ne sont pas compatibles avec le mondialisme? Puisque là, bizarrement, on a l'impression qu'il ne dérange plus personne. En plus, quand il passe à l'action, hein, ce n'est pas simplement qu'il forme des partis politiques, hein, comme le parti Svoboda dont je parlais. Non, il y avait des groupes comme Pravi Sector qui se sont coalisés, qui se sont formés, enfin, qui sur la base d'autres groupes plus anciens. Ensuite, il y a le fameux bataillon Azov qui lui est issu en réalité du coup d'État et qui n'existait pas au moment du putsch, mais qui en est en fait un bourgeon, qui en est une émergence. Bref, ensuite, ils arrivent au pouvoir. Ils sont pas au sommet du pouvoir. Au sommet du pouvoir, effectivement, on a des gens qui sont plutôt, comment dire, de confession juive, hein, ce qu'on appelle les oligarques juifs, et qui donc sont soit dans la finance ou dans les médias. Et puis, bah, il y a tous les réseaux néoconservateurs américains hein, qui sont aussi marqués par le judaïsme ou par le sionisme. Et il y a, alors ça crée en fait une sorte d'association hybride un peu bizarre, hein, puisque tout en haut, on a des gens qui sont juifs et qui passent leurs ordres à des gens qui viennent d'un milieu politique théoriquement anti-juif. Hein, donc c'est assez stupéfiant comme recette. Hein, enfin, Qu'est-ce qui peut les lier justement? Alors, oui, donc qu'est-ce qui peut le lier? Attends, là, il y a une petite interruption de la vidéo. Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Non, non. Je disais, qu'est-ce qui peut les lier justement Alors, oui. Voilà, eh bien, en fait, ce qui fait la sauce, hein, ce qui fait la convergence hein, de ces groupes sociologiques, sociopolitiques qui, en fait, normalement devraient se haïr, eh bien, c'est précisément la haine d'un autre ennemi. Hein, c'est le principe de Carl Schmitt. Hein, le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi commun. Et là, en l'occurrence, c'est la Russie qui fait donc l'ennemi commun, qui fait la cible commune des néo-nazis et des oligarques juifs, et qui s'entendent sur justement un projet hein, finalement qui commence au XIXe siècle hein, avec le grand jeu hein, géopolitique. Ça, c'est une expression qui émerge au XIXe siècle chez des militaires britanniques pour qualifier le rapport de force essentiel, structurant de la géopolitique entre l'Empire britannique et l'Empire russe. Et en fait, on a l'impression que finalement rien n'a changé depuis le XIXe siècle. Le rapport de force s'est enrichi, hein, c'est-à-dire que bon, la Chine qui était faible au XIXe siècle est venue s'ajouter hein, à ce rapport de force Est-Ouest, si on résume. Et puis, bon, les États-Unis, qui au XIXe siècle n'étaient pas grand-chose, et puis Israël, et puis l'Union européenne, maintenant, sous pilotage atlantiste, sont venus aussi renforcer les rangs de ce clivage, de ce grand clivage géopolitique qu'on appelle le grand jeu. Qui semble être effectivement le fil conducteur structurant de toute la géopolitique depuis 1850 hein, à peu près. Donc, alors sur la base de cette étude-là, enfin de l'étude que j'ai faite sur les raisons profondes du putsch en Ukraine en
2014. Et puis, bon, en fait, sur les raisons profondes en fait, de tout ce qui se passe en Ukraine depuis un certain temps, et de tout ce qui se passe en Europe de l'Est, et puis de tout ce qui se passe dans le monde, en réalité. Donc, je suis allé sur... Alors, je suis tombé sur des sources qui m'ont fait penser, enfin, qui ont éveillé ma curiosité, notamment, en fait, les rapports au sein de la Confédération sudiste entre, justement, des suprémacistes blancs, qui se qualifiaient comme tels, c'est-à-dire des États-Unis, là. oui, alors voilà, oui, je précise. Donc, Oui. c'est-à-dire qu'en fait, à la fin que j'écrivais Retour sur Maïdan, donc le livre que j'ai fait là, sur la révolution colorée et les méthodes d'ingénierie sociale qui permettent de mettre au point des révolutions colorées, donc je suis arrivé sur des sources qui me faisaient remonter à la Confédération sudiste, c'est-à-dire à la guerre de sécession, Voilà. et au Ku Klux Klan. Voilà, c'est prolongé dans le Ku Klux Klan. Voilà. Et alors, il y a de la même manière, on trouve des sortes d'alliances hybrides assez bizarroïdes dans ces milieux-là, mais qui évoluent à travers le temps. C'est-à-dire, on voit par exemple que les fondateurs de la Confédération sudiste étaient assez majoritairement issus de la franc-maçonnerie, et notamment aussi de la franc-maçonnerie des bénébérites, c'est-à-dire la franc-maçonnerie réservée aux gens de confession juive. Il y avait notamment Judas Benjamin, qui était le numéro 2, certains disent en fait le vrai numéro 1 de la Confédération, qui était issu des bénébérites, et qui donc ensuite, en fait après la capitulation des sudistes, il s'est enfui en Europe, il est venu ensuite en France, il est mort à Paris d'ailleurs, et on peut encore visiter son tombeau au cimetière du Père-Lachaise, pour ceux que ça intéresse. Bah, évidemment, je suis allé voir. C'est assez modeste, il n'y a rien d'exceptionnel. Il est oublié. Comment ? Il est oublié maintenant. Oui, bah, oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a comme ça en fait des choses assez contre-intuitives, c'est-à-dire que dans les milieux qui se revendiquent du suprémacisme blanc, puisque les Ukrainiens, enfin les nationalistes ukrainiens estiment que eux sont des blancs, mais pas les Russes. Ça, c'est aussi ce que je reconstitue là dans mon livre sur le suprémacisme blanc. C'est qu'ils ont vraiment une conception raciale de la politique. C'est-à-dire que eux appartiennent à la race aryenne, mais pas les Russes, qui sont considérés comme des métis. Des métis, en fait, finno-mongols. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, des métis coupés de sang asiatique. Et donc, les nationalistes ukrainiens estiment que effectivement, les despotes, enfin, la Russie est contrôlée par en fait des despotes orientaux en quelque sorte, et que eux sont la première digue, la première, comment on dit, le premier barrage en fait contre le despotisme oriental. Le premier barrage de la race blanche contre l'invasion russe qui est imminente. Ensuite, j'ai retrouvé en fait la même structure de raisonnement aussi tout simplement dans l'Allemagne hitlérienne, qui reposait dans le mythe fondateur. C'était vraiment aussi donc la suprématie des Aryens, la supériorité raciale des Blancs par rapport à toutes les autres races, et surtout l'idée que les Russes ne sont pas des Blancs. Les Slaves en général ne sont pas des blancs, ils sont en fait des sortes de trucs bizarroïdes, plus ou moins métis, et bon, qui peuvent être confondus avec des blancs, mais qui n'en sont pas. Ça, on trouve ça notamment dans la brochure Der Untermensch, publiée par la Waffen-SS pour soutenir la propagande de guerre contre l'URSS. À la suite du lancement de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Dont les motifs, invasion dont les motifs sont raciaux, ils ne sont pas politiques. Et ça, on le voit. Bon, alors le chapitre que je consacre au Troisième Reich a comme fil conducteur un commentaire de Mein Kampf. Donc, je suis allé voir la version originale, mais il se trouve que je connais l'allemand, donc c'est suffisamment pour le lire dans le texte. Je vais comparer la version originale qui est conservée à la Bibliothèque nationale et qu'on peut consulter en version numérique sur Gallica Intramuros.
Ben, je l'ai comparé à une version que l'on peut télécharger, mais qui, elle, date de 1936, mais qui dit sensiblement la même chose, en fait, hein. Les différences, elles sont purement stylistiques. J'ai comparé ces deux versions en allemand, donc l'original de 1925 pour le premier tome, de 1927 pour le deuxième tome, avec la version, enfin la réédition de 1936 en allemand, toujours, et je les ai comparés avec la version française qui fait, je dirais, autorité, hein, c'est celle des nouvelles éditions latines, mais qui date des années 30, hein, mais qui est fautive, hein, et je pense en plus volontairement fautive par moment, pour en fait alerter les Français contre le danger qui se profilait. Donc bon, parfois c'est un petit peu hypertrophié. Enfin, je veux dire, en fait, il y a la fameuse erreur de traduction, mais erreur volontaire. La plus connue, hein, c'est celle qui concerne le morceau de phrase là, sur les théories raciales et les théories racistes. C'est-à-dire que Hitler parle enfin, de la justesse des théories völkisch de la race, et ça a été traduit aux nouvelles éditions latines par la justesse des théories racistes. Bon, c'est une mauvaise traduction, et je pense qu'elle est intentionnelle pour en rajouter un peu, hein, enfin pour en quelque sorte surdiaboliser Hitler et son régime. Qui n'avait pas besoin de tout ça, parce que en fait, il suffit de traduire mot à mot, hein. Enfin, alors, il y a toujours la controverse entre ce que Jean-René Ladmiral avait appelé les ciblistes et les sourciers. En fait, la question quand on traduit, parce que les traductions de Mein Kampf dans mon bouquin, je les ai faites moi-même, parce que je peux le faire. Donc bon, là, je vais vraiment essayer d'être sourcier, c'est-à-dire de rester au plus près du texte original. Bon, il faut que ce soit lisible, évidemment, mais j'ai pas essayé de traduire l'esprit, j'ai vraiment essayé de traduire la lettre, pour justement me distinguer de la traduction des nouvelles éditions latines qui traduisent l'esprit, hein, de Mein Kampf, souvent, mais en le trahissant et en fait en le biaisant un peu, quoi, pour en fait alerter le lectorat francophone. Ça se sent, enfin, je veux dire qu'au bout de plusieurs dizaines de pages, on sent bien que bon, voilà, c'est un peu orienté. Alors là, il y a une nouvelle traduction qui est sortie récemment. Il faudrait que je la lise aussi pour voir, enfin pour jauger un petit peu, je dirais, de ce qui se fait de nouveau dans le domaine. Mais bon, voilà. Donc j'ai travaillé sur trois éditions, trois versions, hein, deux allemandes, hein, d'origine, et enfin d'époque plus exactement. La version originale, une réédition de 1936 et donc la traduction d'époque, hein, des nouvelles éditions latines. Tout ça pour dire que, bon, voilà, je suis pas en suspension, quoi. Enfin, je veux dire, je me contente pas de commenter des blogs, voilà. J'essaie d'aller au texte. Et on voit donc dès 1925, hein, Hitler annonce très clairement que s'il arrive au pouvoir, il va remilitariser l'Allemagne pour attaquer la Russie. C'est écrit noir sur blanc, ça, il le dit. Donc là aussi, on peut se demander dans quelle mesure, effectivement, des oligarques, hein, londoniens de la City, hein, en fait, ne se sont pas penchés sur ce bonhomme qui, manifestement, pouvait les intéresser, hein, en tant que force d'appoint, hein, ou supplétif. Enfin, je veux dire, bon, moi, je me mets dans la peau, en fait, hein, effectivement, d'un membre, enfin, d'un acteur du grand jeu britannique, hein, qui rêve, hein, d'envahir la Russie ou l'URSS. Bon, quand je vois qu'effectivement, il y a des gens qui veulent faire le boulot, puisque Hitler le dit clairement, hein, et en 1925, il était déjà connu, puisqu'il était devenu une vedette internationale avec le fameux putsch de la brasserie. Il avait fait la une de tous les journaux, hein, à ce moment-là, du monde entier. Ensuite, bon, il passe un an en prison, il en sort, et il publie donc ce livre. Et donc, tout le monde s'intéresse à ce livre, forcément. Enfin, donc, le premier tome. Donc, bon, moi, si je suis à la place, effectivement, de quelqu'un qui rêve d'envahir la Russie ou l'URSS, mais en fait, ça n'a aucune importance, puisque ce qui compte, c'est le territoire. Donc, la nature du régime politique n'a plus aucune importance. Quand c'est le territoire que vous voulez prendre, bon, que ce soit une monarchie tsariste, hein, ou que ce soit le régime des soviets bolcheviques, c'est du pareil au même.
C'est pour ça qu'en fait, toutes les controverses aussi là, sur le communisme, etc., enfin, le rôle du communisme dans la géopolitique n'ont absolument aucune pertinence. C'est stupide, en fait. Puisque, en fait, quand votre but, c'est d'envahir un territoire, la nature du régime, c'est facteur nul, quoi. C'est zéro, quoi. Ça compte pas, en fait. Donc, effectivement, bon, je suis un partisan, un membre de l'oligarchie britannique qui rêve de prendre le contrôle des grands territoires sibériens, bon, qui eux-mêmes sont sous pilotage centralisé de Moscou. Bon, et bien voilà, j'essaie de réunir toutes les forces qui rêvent, hein, elles aussi, hein, et qui anticipent et qui annoncent qu'elles vont le faire, si elles ont les moyens de le faire. Voilà, donc ce qui explique hein, effectivement que Hitler ait bénéficié malgré tout d'une image favorable dans les milieux du pouvoir, dans certaines capitales occidentales, et notamment Londres et Paris aussi. Hein. Je veux dire, bon, faut toujours se demander comment est-il possible qu'après avoir écrit Mein Kampf, Hitler soit encore en mesure d'organiser les Jeux Olympiques dans son pays. Enfin, je veux dire, il y a des questions qui se posent aussi hein, concernant en fait la bienveillance, hein, ou du moins en fait la relative comment dire complaisance plus exactement en fait des capitales occidentales qui effectivement bon se sont dit bon bah voilà on va réussir en fait à créer une vaste coalition européenne pour attaquer l'URSS. Éventuellement, pour certains, avant qu'elle ne nous attaque. Cette théorie est possible, en fait. Hein, mais je veux dire, bon, de la même manière que les services de Sa Majesté britannique ont lu Mein Kampf dès que c'est sorti en 1925 et en ont tiré des conclusions, il est certain que les services de Moscou, enfin, je veux dire, le KGB, lui aussi a lu dès 1925 le texte, hein, le texte fondateur de ce petit bonhomme, enfin de ce bonhomme moustachu, qui annonçait que s'il en avait les moyens, il allait les attaquer. Bon, quelques années plus tard, moins de 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, il arrive au pouvoir. Donc là, on peut se demander dans quelle mesure aussi, bon, les gens peuvent, enfin, le pouvoir, le Kremlin, n'a pas commencé à cogiter, à se dire, merde, le type annonçait qu'il allait nous attaquer s'il arrivait au pouvoir, il est au pouvoir. Et en plus, il voit qu'il commence à remilitariser, et qu'il commence à remilitariser avec le soutien des capitales occidentales. Oui, Donc là, on rentre dans une logique, hein, et automatiquement, de course aux armements, voilà, qui est inévitable. Dès 1933, c'est inévitable. Voilà, et donc, moins de 10 ans plus tard, effectivement, le continent s'embrasait. on se retrouve avec des gens comme Ford aussi qui fabriquaient leurs Jeeps, même que ce soit en Allemagne, en Russie, on les retrouvait des deux côtés. Hein. Oui, oui. Bah, le grand capital, de toute façon, avait intérêt hein, à cette guerre. C'est évident, à plusieurs niveaux, hein, pour effectivement refourguer des produits, c'est-à-dire en fait du matériel militaire, et puis aussi pour affaiblir de toute façon l'URSS et l'Allemagne, hein, qui pouvaient représenter une concurrence hein, à moyen terme, une concurrence en termes de guerre économique. Donc, on voit effectivement donc là les convergences qu'il peut y avoir en fait entre des juifs et des anti-juifs sur la base d'un ennemi commun, en l'occurrence Moscou. Voilà. Avec toujours le projet de décomposer ensuite le pays une fois qu'on l'a pris, enfin de le découper en morceaux. Ça, c'est vraiment le point commun aux nationalistes ukrainiens et aux national-socialistes ukrainiens et aux national-socialistes allemands et à leurs alliés hein, dans la haute finance. Juive, mais pas seulement. Hein, non, pas seulement. Il y en avait du tout. On avait ThyssenKrupp, je crois, à l'époque. Je me rappelle du livre d'Anthony Sutton que j'avais lu il y a quelques années sur le sujet. On retrouvait beaucoup de. Il y avait, c'était Siemens, je crois, à l'époque, qui était dedans. Oui. Il y avait tout ça. C'est assez général. Enfin bon, mais de toute façon, bon, dès que c'est l'argent qui compte, bon, après.
il y a plus vraiment d'identité, il Non, n'y il a y en plus a pas. vraiment de politique, il n'y a plus d'idées. Enfin, voilà, c'est des rapports de force matériels, c'est combien finalement de gens je peux sponsoriser, et puis bon, après, ça devient, tout est un petit peu anéanti dans une sorte d'indifférence générale. Voilà, bon, ça c'est par rapport donc à toutes ces alliances bizarres là en fait, hein, de suprémacisme blanc qui finalement parvient en fait à s'acoquiner en fait, hein, à converger sur la base d'un ennemi commun avec en quelque sorte du suprémacisme juif en quelque sorte, hein, enfin, c'est-à-dire comment dire, des gens qui agissent en fait, en fait, qui comptaient justement sur une crise en Europe, hein, qui pousserait ensuite les Juifs à émigrer en Israël. Hein. Bon, je ne refais pas, hein, Pierre Hillard le fait très bien là, sur l'accord Avara ou ce genre de choses. Mais on retrouve aussi en fait cette sorte d'alliance, hein, dans la Confédération sudiste entre donc des gens comme Albert Pike et Judah Benjamin. Albert Pike aussi, donc général sudiste, donc acteur, hein, de la Confédération et du Ku Klux Klan, pardon, même s'il ne l'a pas créé, mais manifestement, La bon, franc-maçonnerie aussi. pardon? La franc-maçonnerie avec le rite ancien. C'est Oui, voilà, lequel? c'est Le ça. rite Donc, ancien accepté, je crois, ou le rite modifié. écossais ancien et accepté. Et donc, voilà, donc on voit que finalement, bon, ah oui, puis alors, donc j'ai oublié le régime d'apartheid, donc en Afrique du Sud, qui est donc, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je traite de 4 régimes politiques, donc C'est ça. la Confédération sudiste prolongée dans le Ku Klux Klan et les lois de Jim Crow, puisque malgré tout, la ségrégation raciale a été prolongée, hein, jusque dans les années 60. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les sudistes n'ont pas tout perdu, en réalité. Et donc, et ils ont effectivement réussi à pérenniser, hein, la ségrégation dans leurs États. Donc ensuite, le régime d'apartheid, En Afrique du qui Sud. en fait doit être, à mon avis, divisé entre 2 formes d'apartheid, hein, et 2 formes de suprémacisme blanc, entre la version africanaire, qui devait aboutir à terme à une séparation étatique, à une séparation Mhm. complète des Noirs et des Blancs, et puis la version britannique. On retrouve encore les Britanniques, euh, qui, puisque Judah Benjamin, le numéro 2 de la Confédération sudiste, en fait, était d'origine britannique, hein, encore une fois, il faut le préciser. Et donc, là, il y avait, parce qu'en fait, les Blancs en Afrique du Sud étaient en conflit aussi entre eux. Hein, parce que quand on voit les choses d'un peu loin, on a toujours l'impression qu'en fait, en Afrique du Sud, c'était les Blancs contre les Noirs. Hein. Mais en réalité, les Blancs anglophones ont fait la guerre, hein, aux Blancs africanaires. Ils les ont même enfermés dans des camps de concentration. Donc, c'était pas tendre non plus entre Blancs. Mhm. Et donc, de là, on peut effectivement voir que finalement, l'apartheid, dans sa version britannique, était en réalité sous pilotage des réseaux de Cecil Rhodes, hein, le fameux industriel diamantaire et fondateur de la table ronde, la Round Table, qui en fait était une sorte de société secrète privée de Cecil Rhodes, dans laquelle, dont les fondateurs sont également donc un adepte de Blavatsky, hein, la théosophie, un membre de la banque Rothschild, notamment. Voilà. Et Cecil Rhodes lui-même venait de la franc-maçonnerie régulière, je dirais. Donc on voit en fait que dans les milieux, dans les 4 régimes, à la tête des 4 régimes politiques qui se sont réclamés du suprémacisme blanc, en fait, il y a des éléments d'occultisme. Alors plus ou moins, hein, évidemment, mais on se demande ce que ça fait là. Je veux dire, moi, avant, hein, quand j'étais plus jeune, je pensais que les suprémacistes blancs étaient finalement conservateurs, traditionnalistes, etc., donc plutôt enracinés donc, dans la religion chrétienne ou autre. Enfin bon, en tout cas, bon, pas dans des groupes de type maçonnique, en tout cas, qui pratiquent effectivement l'ésotérisme et l'occultisme. Là, c'est totalement contre-intuitif, hein, et on se demande ce que ça vient faire là. Sachant que, et puis bon, quand on pousse le raisonnement à son terme, on arrive à la conclusion que finalement,
En fait, c'est pas que ça veut rien dire, hein. C'est que, en fait, tout le monde est occultiste. C'est-à-dire que les suprémacistes blancs, comme leurs ennemis, appartiennent souvent, hein, parfois en tout cas, mais avec une surreprésentation malgré tout dans les milieux du pouvoir, à des réseaux comme ça ésotériques. C'est la première surprise. Moi, je ne m'y attendais pas en fait en commençant cette recherche. Mais on y arrive de manière en fait indubitable. Enfin, je veux dire, c'est factuel. Ensuite, bon, cet occultisme, en fait, il faut réussir à le caractériser de manière scientifique, c'est-à-dire, bon, enfin, sinon, après, bon, on fait simplement du folklore, en fait, hein. Mon but, c'était pas de refaire un énième bouquin sur Himmler, Heinrich Himmler et l'occultisme de la Waffen-SS, c'était d'essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui n'avait pas, enfin, d'où ça vient, en réalité, sur le plan psychologique, enfin, quel besoin psychologique ça satisfait. Donc là, en fait, on voit encore une troisième convergence se réaliser avec le transhumanisme. Et on arrive en fait à cette conclusion que finalement l'occultisme, le suprémacisme blanc, le suprémacisme juif convergent tous dans ce qu'aujourd'hui, enfin ce que depuis 20 ou une vingtaine ou une trentaine d'années, on appelle le transhumanisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, hein, le suprémacisme blanc est en fait une forme de suprémacisme technoscientifique. Donc ça, c'est revendiqué explicitement, notamment depuis, en fait en France, enfin, depuis notamment la publication là, de l'archéofuturisme par Guillaume Fay, un membre de la Nouvelle Droite. Donc, mais en fait, bon, c'était présent avant, hein, dès les années 30, hein, même dès les années 1920. Encore une fois, je reviens sur mon commentaire de Mein Kampf, dans lequel, effectivement, Adolf Hitler dit bien que voilà, l'homme blanc se distingue des autres races par sa supériorité culturelle, technique, et il est le Prométhée de l'humanité. Donc on voit que voilà, il y a cette toile de fond technoscientifique, hein, ce suprémacisme technoscientifique qui habite, hein, qui hante le suprémacisme blanc depuis un certain temps et qui en fait parvient à se marier avec l'occultisme et avec, ponctuellement en tout cas, avec des alliés qui normalement sont considérés comme des ennemis du suprémacisme blanc. Tout ça en fait convergent sur des ennemis communs et sur comment dire ça, une ambiance en quelque sorte effectivement transhumaniste qui est en train de se révéler, qui était en germe à mon avis dès le 19e siècle, mais qui est en train de se révéler explicitement, notamment dans la publication là, de Klaus Schwab et Thierry Malray, intitulée La Grande Réinitialisation. En fait, la Grande Réinitialisation, dans laquelle nous sommes engagés, hein, et qui doit en fait aboutir à vacciner, à inoculer toute la planète, hein, on peut dire que c'est une manifestation donc du transhumanisme, transhumanisme qui converge en fait, enfin du moins qui abrite en fait, qui se marie avec effectivement des réseaux suprémacistes qu'on ne s'attendrait pas à trouver là, parce dans un premier temps, effectivement, bon, moi j'étais convaincu que les suprémacistes, en fait, quels qu'ils soient, enfin noirs, blancs, juifs ou autres, étaient plutôt conservateurs. Et ben non, en fait, ils sont progressistes. Oui, parce qu'il y avait ça que je voulais te dire, c'était une de mes questions justement, c'est que à tort, comment on appelle, les doctrines nationalistes, protectionnistes, on les confond avec du suprémacisme blanc. Bon, il y a aussi une volonté étatique et aussi de la part des médias. Je pense que ça leur est très utile, à mon avis, de confondre, on va dire, les nationalistes ou même des gens qui sont conservateurs avec ce suprémacisme blanc. Donc c'est vrai qu'ils sont confondus, hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a une volonté. Oui. Bah en fait, c'est-à-dire que le suprémacisme blanc est soluble dans le mondialisme, donc fondamentalement, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'en Ukraine, ils ne sont pas attaqués par les mondialistes. Oui, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est vrai, hein. C'est ce que tu dis dans ton ouvrage, c'est que ces néo-nazis, bon, ils sont pas du tout inquiétés. Ça se passerait ici, là, oui, ils seraient inquiétés. Ouais. Comme tu dis, on regarde pas comment on appelle ça, la couleur du parti ou quoi que ce soit. Tout leur est utile, en vérité.
C'est ça. Et non seulement ils ne sont pas inquiétés, mais ils sont au pouvoir. Hein, ils ont le ministère de l'Intérieur, Arsène Avakov, ils ont, comment dire ça, le président de l'Assemblée de la Rada venait de chez eux. Enfin bon, ils occupent comme ça des postes, en fait, des postes clés hein, dans la haute administration. Et ils ont procédé à des purges depuis 2014 pour, en fait, éliminer, éradiquer tout ce qui restait, en fait, de l'héritage soviétique. Euh, et donc, mais en même temps, quand je dis qu'ils sont au pouvoir, en fait, eux-mêmes obéissent. En fait, hein. Il y a une hiérarchie pyramidale. Hein. Tout en haut, c'est les fameux oligarques cosmopolites façon Soros. En dessous, il y a donc en fait tous ces nationalistes, enfin national-socialistes, etc. Enfin, en réalité, qui n'ont rien de socialiste ni même de national. Hein. Enfin, tous ces suprémacistes blancs anti-russes essentiellement mais qui font un travail effectivement d'extermination des Blancs dans leur propre pays, en réalité, puisqu'ils sont en train de l'aligner, enfin, les suprémacistes blancs ukrainiens sont en train d'aligner l'Ukraine sur le mondialisme, en essayant de la faire rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et ils sont en train d'ouvrir leur pays à l'immigration, aux LGBT, sur ordre hein, justement de la finance internationale qui dirige vraiment le pays depuis 2014. Donc là, bon, c'est pour ça, en fait, j'en arrive à la conclusion à la fin que le suprémacisme blanc, fondamentalement, conduit au génocide des Blancs. En tout cas, c'est parfaitement clair en Ukraine. Et puis bon, avant, c'était pas forcément des génocides, mais en tout cas, c'était des millions de morts. Le suprémacisme blanc est un ennemi des Blancs, au même titre que le mondialisme. Ensuite, ce qui peut éventuellement inquiéter le mondialisme dans le suprémacisme blanc, ce sont les éléments résiduels, simplement résiduels, de nationalisme. Hein, c'est comme un vaccin qui après, en fait, est conçu avec un virus atténué. Quoi. Au sein du suprémacisme blanc, il y a des éléments atténués, hein, simplement atténués de nationalisme. Mais c'est déjà trop pour les mondialistes. Hein, et c'est ça qui peut inquiéter encore les mondialistes dans le suprémacisme blanc. Ce serait en fait un peu, quand je parle de cette coprésence hein, d'éléments de nationalisme et de suprémacisme, dans la même mesure que chez les Afrikaners, par exemple. Mais fondamentalement, en Afrique du Sud, le problème, c'est que les éléments de nationalisme blanc, qui étaient viables à long terme, ont été en réalité écrasés par les éléments de suprémacisme blanc au service finalement d'une conception mondialiste de l'Afrique du Sud. Donc tout ça, en fait, il y a des renversements d'alliances au fil des années et effectivement, bon, il faut un certain temps pour que comment dire, ce qui était en germe, hein, ce qui incubait depuis des dizaines d'années, se manifeste explicitement. Hein, parfois, il faut attendre longtemps avant que l'implicite devienne explicite. Et c'est le cas hein, concernant l'apartheid en Afrique du Sud. C'est-à-dire c'est tout le côté britannique, hein, donc, qui en fait voulait garder les Noirs dans le même pays que les Blancs, mais sous domination des Blancs. C'est en fait, puis ensuite, en fait, avec encore une pirouette hein, et donc une transformation ultime avec l'abolition de l'apartheid. C'est précisément cet apartheid sous pilotage britannique qui l'a emporté. En fait, c'est-à-dire qui maintenait en fait, qui voulait maintenir un suprémacisme blanc et qui aboutit maintenant à un suprémacisme noir en réalité. Alors que la solution des Afrikaners, c'était séparation dans plusieurs États, ou alors fédéralisation, mais au maximum pour que justement en fait les Noirs puissent vivre librement en réalité par rapport aux Blancs, qui ne soient plus sous domination des Blancs, et que les Blancs vivent entre eux avec leurs coutumes personnelles, issues d'Europe du Nord, pour parler des Afrikaners. Qui en fait ne voulaient pas en fait effectivement se mélanger aux Noirs dans la mesure où ils estimaient qu'ils venaient d'une culture trop différente, implantée en Afrique du Sud depuis le XVIIe siècle et donc avec une légitimité par rapport concernant en fait le travail justement de valorisation du territoire local, mais trop différent hein, des populations africaines autochtones. Donc on peut comprendre une séparation physique ensuite, mais avec des relations de bon voisinage. Et ça, c'était le projet afrikaner fondamentalement.
Tu parlais de Johnny Hein. Clegg à l'intérieur, je me rappelle, Oui, chanteur, je ne sais pas si j'en souviens, de Johnny Clegg qui oui. était sur le top Mhm. 50. Alors, c'était quoi le rôle de Johnny Clegg, on va dire, là-dedans, en termes Ben d'image là, de à partir spectacle? des années 80, effectivement, les Britanniques enfin, les réseaux britanniques ont lancé une vaste opération psychologique anti-apartheid. Donc, on se souvient effectivement de la carrière de Johnny Clegg et puis du grand concert à Wembley là, qui durait 24 heures. Et puis, bon, avec un bourrage de crâne quotidien. Enfin, je veux dire, bon, les gens qui étaient suffisamment âgés dans les années 80 s'en souviennent tous. On nous parlait de l'apartheid Ici, Nelson tous les Mandela, tout jours. ça, ça C'est arrêtait ça, pas. voilà, Nelson Mandela, voilà. Mais c'était tous les jours. C'était Ah vraiment ouais, je me comme souviens très bien. aujourd'hui, comme la Covid-19 aujourd'hui. C'était vraiment. Donc il y a eu une grosse opération mondialiste pour faire tomber l'apartheid dans les années 80, ça a réussi. Mais cette opération pour faire tomber l'apartheid a été menée par des gens qui soutenaient l'apartheid encore quelques années auparavant. Alors, pourquoi ils C'est les retournent mêmes. leur veste? Quel est l'intérêt, hein? Alors là, après, c'est difficile de savoir exactement, mais c'est comme, enfin, vous savez, enfin, comment dire ça, les voies je dirais, de la City, enfin, les voies de Londres sont impénétrables. Je veux dire, à une époque, non, mais c'est vrai, enfin, pourquoi l'Angleterre a réussi son Brexit, c'est pas par hasard, c'est parce que ça intéresse l'oligarchie britannique. Voilà. Donc l'oligarchie britannique est capable finalement de mouvements géopolitiques qui peuvent être surprenants à première vue et contradictoires. Je veux dire, l'apartheid intéressait cette oligarchie britannique jusque dans les années 80. À partir des années 80, ils estiment que ça ne les intéresse plus pour des raisons diverses. Je ne sais pas lesquelles exactement. Enfin, bon, on peut deviner quand même, mais bon, il y a dû avoir des conciliabules dans les loges, etc., entre le palais de Westminster et la City. Non, c'est Buckingham, pardon. Oui, c'est Buckingham. Et donc, bon, voilà, ça a dû se jouer comme ça, là, dans un espace, en fait, de quelques kilomètres carrés. Et un jour, bon, voilà, il y a eu consensus entre donc, Westminster, Buckingham et la City pour dire, bon, on en a marre de l'apartheid, on le fait tomber. Voilà. Et du jour au lendemain, l'opération était lancée et au bout de 10 ans, le régime tombait alors qu'il était soutenu exactement par les mêmes quelques années auparavant. Mais voilà, de la même manière, le Brexit a été, comment dire, réalisé par les mêmes personnes, enfin, je veux dire, par les mêmes réseaux qui en avaient besoin quelques années auparavant. Mais voilà, la vie est complexe. Je veux dire, il ne faut pas s'imaginer que tout est toujours uniforme, homogène et que tout va dans le même sens. Je veux dire, il y a des réseaux d'intérêt, des réseaux de puissance qui peuvent estimer qu'elles se sont plantées aussi. Ça existe. Je veux dire, pour des, enfin, concernant le Brexit, manifestement, c'est ce qui s'est passé. Donc, le pouvoir, le sommet du pouvoir, parce que bon, c'est pas le peuple qui a fait le Brexit. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être naïf. S'il n'y avait pas eu un soutien des médias, etc., bon, ça ne se serait pas fait. Donc, un soutien des médias et du plus haut niveau de l'État profond. C'est impossible sans ça. Donc, voilà. Mais bon, il faut toujours faut toujours se représenter que Londres, c'est une cité-État qui administre un empire. Donc, voilà, on n'est pas dans les mêmes. C'est pas un pays, fondamentalement. C'est une zone d'influence qui occupe pratiquement la moitié de la planète et qui est entièrement administrée par une cité-État de quelques centaines de kilomètres carrés. Avec donc un côté extrêmement comment dire, endogame en fait des élites, de ces élites britanniques qui en fait arrivent au consensus assez rapidement, justement parce qu'ils se connaissent tous, qu'ils habitent tous au même endroit et qu'ils peuvent très rapidement prendre contact les uns avec les autres, se voir et élaborer le consensus. Et donc voilà, et donc les Afrikaners, qui n'étaient pas au pouvoir fondamentalement, même s'ils étaient mis en avant, mais c'était un peu des hommes de paille, les Afrikaners ont été laissés pour compte, démerdez-vous maintenant avec les Noirs. Et la situation actuelle est pas brillante. Enfin, pour les Blancs. Avec des menaces physiques, enfin bref, des agressions physiques, pour un certain nombre de gens, en fait, ça augure en fait de ce qui va se passer en Europe. Euh, donc avec justement tout ce qui est culture woke, cancel culture, enfin, c'est-à-dire en gros racisme anti-blanc,
sous pilotage du pouvoir des réseaux de finances de type britannique, par exemple. Là, alors oui, parce que bon, en fait, mon livre n'est pas uniquement historique, c'est-à-dire que je passe en revue les 4 régimes historiques qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc et C'est qui ont ça. échoué. Et tu parles de la Et crise sanitaire actuelle et Great Reset. voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans un premier chapitre assez long, une sorte de long chapitre d'introduction, je rapporte ça à la situation actuelle. C'est-à-dire effectivement au Great Reset, au Great Reset en fait, puisqu'il faut, c'est un S, c'est pas un Z. Je veux dire la grande réinitialisation, même si c'est un peu long à prononcer. Mais donc, effectivement, alors, la grande réinitialisation c'est vraiment la quintessence du transhumanisme, mais appliquée. On n'est plus dans les théories. Moi, le transhumanisme m'intéressait finalement aussi longtemps qu'il était théorique. Mais bon, là, on voit ce que c'est. En réalité, c'est pas du tout un projet optionnel. Quand on en parlait il y a 10 ans, même il y a 5 ans, en fait, c'était une sorte de lubie, c'était comment dire ça, une espèce de gadget intellectuel pour les bobos ou pour les milliardaires. Non, en fait, c'est vraiment un projet totalitaire, totalisant, dans lequel on va nous faire entrer de force, si on ne gagne pas le rapport de force, justement. Et donc, c'est là où on voit effectivement des convergences à nouveau assez bizarroïdes entre les gens qui aujourd'hui se revendiquent du suprémacisme blanc et du transhumanisme. On a vu ça notamment sur Twitter autour de Laurent Alexandre sur la base donc du texte du livre de Guillaume Fay, L'archéofuturisme, qui est par ailleurs très stimulant et dont je recommande la lecture et qui pose des bonnes questions. Mais qui a réalisé une sorte de jonction, comment dire, c'est un peu l'union de la carpe et du lapin entre le nationalisme blanc et ses tendances suprémacistes et le transhumanisme. Là, pour ce qui concerne le public français. Ce qui évoque évidemment ce qui se faisait déjà dans les années 30, avec les projets d'amélioration de la race par l'eugénisme soutenus par les national-socialistes, qui en fait étaient déjà dans un projet de reconstruction de l'humain, enfin de l'humain blanc, avec cette idée que finalement le suprémacisme blanc, c'est le suprémacisme technoscientifique. Et que donc le transhumanisme, qui est un produit du suprémacisme technoscientifique, ne peut pas menacer les Blancs, puisque c'est la même chose tout ça, en réalité. En fait, c'est ça en fait ce qu'il faut comprendre et la raison pour laquelle le suprémacisme blanc représente un vrai danger pour les Blancs, dans la mesure où en fait, en soutenant le transhumanisme, en réalité, il soutient le génocide non seulement des Blancs, mais aussi de toute l'espèce humaine, de toute façon. Ce qui est en cours là, avec effectivement ce projet mondialiste de réécriture, littéralement, du système immunitaire. Puisque c'est ça, en fait, le projet d'inoculation de toute l'humanité, comme l'a dit Bill Gates, il va falloir vacciner presque tout le monde. Presque tout le monde. Bon, sauf lui, évidemment, et puis voilà, quelques personnes choisies. Mais le projet, c'est vraiment ça, c'est la transformation de la nature humaine. C'est vraiment une table rase sur la nature humaine, essentiellement en travaillant sur le système immunitaire, c'est-à-dire un peu par métaphore, le système de défense. Enfin, c'est même pas une métaphore, c'est vraiment ça. C'est en fait, il s'agit de remplacer un système de défense physiologique naturel par un système de défense physiologique artificiel, artefactuel. Et en fait, c'est ça qui fait finalement le fil conducteur de tout cet esprit maçonnico-transhumaniste, suprémaciste, c'est que nous allons de la nature vers la culture. Et ça aussi, c'est un peu contre-intuitif mais c'était déjà en germe, effectivement, chez les hitlériens, chez les national-socialistes. C'est-à-dire que il faut réussir à faire à nouveau cette jonction un peu bizarroïde, un peu incohérente entre les instincts et le progrès. Il ne s'agit pas simplement d'être progressiste, mais il faut effectivement, en quelque sorte, augmenter
hein, l'espèce humaine par le progrès technique. Le problème là, de cette approche, c'est qu'en réalité, le progrès l'emporte sur le respect de la nature humaine. Et donc, il y a effectivement une contradiction interne, hein, dans ce logiciel, dans cette pensée archéofuturiste. Cette contradiction vient justement du fait que le futurisme l'emporte en réalité sur l'archaïsme. Archaïsme au sens étymologique, hein, au sens positif du terme, c'est-à-dire ce qui est ancien. Donc bon, voilà, bon, là, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Je sais Il pas y a si... une question aussi que tu soulèves qui est importante. Nous avions fait une émission il y a quelque temps avec Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy, que tu connais bien, qui traitait surtout donc de la crise sanitaire et du côté malthusien de la chose, hein, du vaccin. Tu en parles à un moment donné dans ton ouvrage. Quelles sont tes positions là-dessus concernant le vaccin et la pensée malthusienne, donc la réduction de population à échelle universelle, hein. Ouais. Bah, en fait, bon, déjà, tout d'abord, ce ne sont pas des vaccins. Ça, il faut le répéter tout le temps. Ce sont des produits, hein, comment dire, à visée thérapeutique, hein, officiellement, à visée prophylactique, hein, aussi. Donc, mais qui sont tous encore en phase d'essai, hein. C'est-à-dire que la recherche clinique pour valider la qualité d'un produit, en tout cas pour valider son innocuité, hein, c'est-à-dire son absence de dangerosité, suppose d'avoir franchi 4 phases d'essais cliniques. Donc là, pour l'instant, les produits qui sont distribués en France, hein, donc c'est-à-dire AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Janssen, ces 4 produits sont encore tous en phase 3. Et ils peuvent donc bénéficier d'une autorisation temporaire de mise sur le marché. Mais ils n'ont pas encore franchi la phase 4. Enfin, ils n'ont pas été encore. Enfin, leur innocuité n'est pas démontrée, tout simplement. Donc déjà là, en fait, c'est une précipitation, hein, qui me paraît excessive, dans la mesure où il existe des traitements, hein, qui eux, par contre, sont validés depuis des décennies. Bah, il y avait Xavier Moreau, hein, que tu connais bien, qui avait parlé lors de notre émission d'une molécule qui existe justement en Russie pour soigner les gens et nous les vacciner. Bon, il y a le vaccin, puis maintenant il commence à y avoir des conflits intérieurs là-bas, et notamment des villes qui vont être forcées de vacciner, telles que Moscou. Mais il existe une molécule pour soigner. Donc c'est un virus, on le sait, et puis Didier Raoult, hein, l'a démontré à plusieurs reprises, qui est soignable. Donc, s'il Oui, n'y a bien pas une sûr. volonté qui peut être malthusienne, justement, dessus, donc de réduction de population, si on revient avec les vaccins DTC dans les années, je crois, début 2000, je ne sais plus exactement, en Éthiopie, où 50% des enfants qui avaient été vaccinés du DTC avaient été, enfin, qui étaient décédés, notamment au Kenya. L'Église au Kenya avait alerté justement de cette problématique et avait encouragé la population à ne pas se faire vacciner. Donc, est-ce Oui, qu'on est pour oui. toi, d'après toi, dans cette optique-là? Ah, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, là, tu me lances sur le sujet, et ça, je vais saisir la balle au bon. Effectivement, là, dans le chapitre sur l'apartheid, je rapporte les sources là, incontestables, hein, sur, hein, les essais d'armes biologiques, hein, que le régime d'apartheid, hein, a mis au point, en fait, pour effectivement stériliser les Noirs, au moyen de faux vaccins. Donc, bon, ça, on sait aujourd'hui que le régime d'apartheid a travaillé sur des armes biologiques et notamment sur des faux vaccins visant à stériliser les Noirs. Ils ont travaillé sur ce sujet-là en partenariat avec notamment Israël, qui cherche à développer aussi des faux vaccins pour stériliser les Palestiniens, par exemple, en tout cas des armes biologiques, en fait, qui devaient permettre de cibler ethniquement. En réalité, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, tous ces travaux ont été abandonnés, pas sur les armes biologiques. Évidemment, les armes biologiques, ça existe, voilà, mais sur des armes biologiques, hein, ou des armes chimiques qui permettraient de cibler ethniquement. Apparemment, ce n'est pas possible.
Et alors, il y a donc la figure centrale de ces recherches, c'était le docteur Wouter Basson, hein, qui est passé à la postérité, enfin qui est toujours vivant, mais qui est passé à la postérité sous le nom du docteur de la mort, qui travaillait, justement du fait qu'il travaillait en fait, avec le soutien de l'État profond sud-africain sur justement ces armes biologiques, comment dire, ethniques. Et qui avait aussi, enfin, qui a fait des partenariats avec pratiquement tous les services secrets de la planète, parce que automatiquement, c'est toujours pareil, hein, c'est la course aux armements. Si les services de tel pays apprennent qu'il y a une arme qui est en train d'être développée dans tel pays, automatiquement, elle va essayer d'avoir des informations, de placer des zones pour infiltrer, et pour essayer de s'informer sur ces nouvelles armes. Donc en fait, bon, la recherche sur donc des faux vaccins à visée stérilisatrice, c'est une réalité. Voilà, là, je rapporte la source. C'est en fait les archives de la commission Vérité et Réconciliation. Donc, en fait, le long procès hein, qui a été synthétisé, enfin, qui a été rassemblé en plusieurs milliers de pages, qui a eu lieu à la fin du régime d'apartheid pour essayer de réconcilier hein, les Blancs et les Noirs. Et donc, alors, effectivement, des collègues hein, du docteur Basson ont effectivement avoué, hein, pendant les minutes du procès, qu'ils avaient bien travaillé sur ce genre de projet. Donc on peut se demander hein, dans quelle mesure, effectivement, ça ne va pas être appliqué hein, à échelle internationale. Enfin, dans quelle mesure ce n'est pas en train d'être appliqué, justement. Oui, puisqu'on ne le sait pas. Après, il y a des médecins, bon, je connais certaines personnes du corps médical qui sont assez bien placées, dont leurs amis sont chirurgiens, qui ont accepté le vaccin, non pas parce qu'ils croient comment dire, à l'immunité grâce au vaccin, ils savent très bien, ils connaissent justement les conséquences, ils parlent de stérilisation, thrombose, développement de cancer, ce genre de choses. Mais ils se vaccinent parce qu'ils n'auront plus le droit d'exercer en tant que chirurgien. Donc c'est pour dire qu'ils connaissent déjà ce qui risque de se passer à court ou à moyen terme avec ce vaccin. Enfin, avec ce vaccin. On dit vaccin, mais en vérité, oui. Avec ces produits. Avec ces produits suspects. Voilà, c'est ça. Oui. C'est exactement. Donc, effectivement, bon, là, dès qu'on regarde un petit peu le mode d'action, la composition des 4 produits hein, distribués en France, bon, effectivement, ça ne donne pas envie, franchement. Puisque, bon, alors, il y a 2 produits à OGM. Hein, donc, c'est ça, il y a ARN et OGM. Voilà, vous ne les aurez pas dans votre assiette, non, vous les aurez directement injectés dans le corps, en picouse. Pour les OGM, et puis il y en a 2 à ARN messager. Alors là, c'est presque pire, quoi. C'est ceux-là qui aimantent, hein. C'est ceux-là qui aimantent, c'est ceux à ARN. C'est qu'ils m'ont expliqué justement, ces gens du corps médical, que pour pénétrer au mieux la cellule, je ne me rappelle plus, ça s'appelle la magnéto-synthèse, enfin je ne me rappelle plus du terme, ça écarte la cellule pour faire bien pénétrer le reste. Voilà quoi, ça servait, d'où l'aimantation qui n'a pas eu. C'est une vérité. Ils m'ont montré leurs collègues qui s'étaient filmés avec un trombone qui reste collé sur le bras. Donc oui, non, c'est vrai, c'est pas. Ouais. Et alors oui, ça c'est le côté un peu spectaculaire de la chose, mais ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est que en fait, les vaccins ARN messagers en fait, transforment les produits ARN messagers transforment les gens en virus, littéralement, puisque en fait, ça envoie un ordre à la cellule de fabriquer une protéine, la protéine S, que le corps humain ne fabrique pas spontanément. Il faut comprendre le truc de fou que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, cette protéine est fabriquée par le virus, hein, le SARS-CoV-2, elle n'est pas fabriquée par le corps humain spontanément. Or, le produit ARN messager donne ordre à votre corps de produire cette protéine. Donc, vous devenez un virus. Vous devenez comme le SARS-CoV-2, en fait. Enfin, vous devenez vous-même un producteur. Un cheval de Troie. De caractéristiques virales. C'est complètement délirant. Enfin, le principe du Trojan, on est des Trojans un peu partout éparpillés dans la société. Voilà. Et en fait, ça crée en fait une scission en fait, au sein de votre corps. Hein, c'est pas qu'on vous inocule un virus atténué qui vient de l'extérieur, donc qui est identifié par le système immunitaire comme une agression extérieure. Non.
c'est votre corps lui-même qui va fabriquer le virus, en fait, enfin, qui va fabriquer la protéine spécifique, la protéine S, spike spécifique du virus. Donc vous êtes en quelque sorte schizophrénisé. Enfin, c'est votre corps contre votre corps. Mais au cœur du génome, au cœur de la mécanique génétique. C'est ahurissant, c'est fou. Enfin, donc, se prendre un truc pareil dans le corps, en fait, bon, ça vous modifie génétiquement, hein, ça, mais définitivement, enfin, pour le restant de votre vie. Hein, vous devenez un OGM en réalité, avec le vaccin ARN messager. Et bon, je pense a fortiori avec les vaccins qui contiennent eux-mêmes des OGM. Et là, bon, il n'y a même pas besoin de faire une démonstration. Hein. Moi, je ne veux pas d'OGM dans mon assiette. Hein. Je ne vois pas pourquoi je devrais maintenant en prendre en intraveineuse, quoi. Enfin, c'est pas en intraveineuse réellement, puisque c'est dans le muscle, mais bon, enfin, on se comprend. Enfin, je n'ai pas envie de me les faire inoculer. Oui, il n'y a pas de souci. En piqûre. Hein. Donc, voilà, bon, ça c'est pour la dangerosité évidente, hein, de ces produits. Alors, on va dire oui, mais c'est théorique, c'est sur le papier, etc. Non, mais même sur le papier, c'est un truc de malade. Même sur le papier, moi, on me dit, voilà, on va donner un ordre à vos cellules de fabriquer une molécule, une protéine qui ne produit pas spontanément. Là, donc, mon corps va être artificialisé. Enfin, il va être modifié génétiquement par ce produit. C'est ça que ça veut dire. Enfin, je vais en fait être augmenté. Ouais, Techniquement, c'est ça. Je vais produire une protéine que normalement je ne produis pas à cause de cette injection. Donc, je vais vraiment être augmenté. Donc là, on est vraiment dans la fabrication du transhumain. Hein, donc, voilà, il faut vraiment être conscient de ça. Et pour ce qui est des vaccins OGM, alors je n'ai pas effectivement totalement compris techniquement comment ça marche, mais rien que l'appellation, enfin je veux dire, rien que la description, et ça, cette description, on la trouve sur le site mesvaccins.net, hein, qui fait le répertoire de tous les vaccins utilisés en France. Donc vaccins normaux, je dirais, enfin, historiquement oui. pasteuriens, comme on dit, ou produits récents, hein, et voilà. Et puis bon, il y a aussi le site de l'autorité nationale du médicament qui récapitule aussi tout ça. Enfin bon, il y a plein de sources ouvertes, hein, je veux dire, on n'invente rien. Et le fait que les produits là soient effectivement toujours en phase 3, c'est pareil, on le trouve en source ouverte. Hein. Mais bon, manifestement, on a l'impression que ça ne dérange pas grand monde. Hein, donc, voilà, il faut essayer de tenir le plus longtemps possible, hein, pour qu'il y ait un maximum de morts. En réalité, c'est ce qui va servir de leçon. Un maximum d'effets secondaires, c'est la seule chose qui peut servir de Non, ça n'a pas pédagogie. l'air, les gens n'ont pas l'air d'être alertes à cela, et c'est vrai qu'on a peu de marge de manœuvre, si ce n'est de ne pas acquiescer, de ne pas vouloir pour le moment. Ouais. Mais Mais ça, justement, non, mais bientôt se resserre. quand les victimes vont arriver, mais en masse, hein, c'est-à-dire les morts et les effets secondaires handicapants, bon, il y aura malgré tout un effet pédagogique, c'est obligé. Mais il faut encore attendre un petit peu. Espérons. Euh, je ne vois pas comment. Enfin, là, au bout d'un moment, on ne peut plus fermer les yeux, hein, sur si c'est vos proches qui commencent à tomber comme des mouches. Voilà, même, je dirais, en fait, après, ça va même toucher, ça va impacter l'économie. Je crois que je ne sais plus quelle compagnie aérienne qui a décidé d'arrêter la vaccination obligatoire des pilotes de ligne. Parce qu'il y en a 4 qui sont morts des suites de la des suites de l'inoculation. Alors, il faut se représenter s'ils commencent à faire une crise cardiaque alors qu'ils sont à bord en train de piloter leur avion. Bon, voilà. Donc là, on prend des risques. Parce que, à la limite, quelque part, il faudrait un exemple. Il faudrait effectivement, hein, qu'un avion se crache, qu'un avion tombe, enfin qu'un avion ait un accident, qu'une enquête soit faite, hein, et qu'on remonte effectivement à l'inoculation du pilote, hein, voire même du copilote, quelques jours auparavant. Alors évidemment, ce serait étouffé, mais ça fuiterait quand même. C'est obligé. Ne serait-ce que pour des raisons commerciales.
C'est-à-dire ça fuiterait disons que les concurrents feraient fuiter l'information. Vous voyez, donc parfois il faut jouer avec les contradictions du capitalisme. Évidemment, la compagnie aérienne essaierait d'étouffer l'affaire, les pro-vaccins, enfin les pro-inoculation essaieraient d'étouffer l'affaire, mais les concurrents, eux, s'empareraient justement des informations pour les faire fuiter. Donc, en fait, il faut souhaiter effectivement en fait, un maximum de décès et d'effets secondaires handicapants. C'est la seule chose qui servira de pédagogie. Sinon, effectivement, hein, le volume sonore, enfin la force de frappe des médias est en train de laver le cerveau de trop de gens. On ne peut pas lutter, hein, ce n'est pas avec des vidéos sur Internet qu'on y arrivera. Enfin, c'est pas suffisant en tout cas. Enfin, c'est pas inutile. Hein. Je veux dire, faut pas non plus, comment dire, s'auto-flageller en permanence. Hein. C'est pas inutile ce qu'on fait. Et si on le faisait pas, ce serait pire. Ça, il faut vraiment être conscient de ça. Tout ce que l'on fait est utile. Mais voilà, c'est David contre Goliath. Hein. On n'a pas tout à fait les mêmes moyens. Et c'est pour ça il faut s'appuyer sur les contradictions du système pour que lui-même s'attaque, un peu comme ce qu'il veut infliger justement au corps humain avec les vaccins à ARN messager. Pousser le corps, votre corps, à s'attaquer lui-même et non pas à attaquer quelque chose qui vient de l'extérieur. Enfin, c'est monstrueux en fait hein, quand on y pense. Hein. On est dans le monstrueux et c'est ça que on veut nous inoculer dans le corps. Et c'est ça que des médecins essayent par la pression psychologique. Enfin, moi, je me suis retrouvé dans cette situation il y a peu de temps. Hein. Je me suis fait engueuler par un médecin parce que je refusais, parce que j'ai expliqué pourquoi je ne voulais pas être inoculé. Et bon, là, je suis désolé, mais c'est des gens qui ont renié le serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, c'est faire la promotion des vaccins. Alors après, évidemment, il y a ceux qui vont faire leur boulot, hein, parce que voilà, leur hiérarchie leur a dit, bon, il faut que tu appelles comment dire, tes patients. Voilà. Mais quand ils font du zèle, là, c'est comme des flics. Vous voyez, enfin, je veux dire, un flic qui vous colle une amende pour non-port du masque, personne ne l'a obligé à le faire. Il pouvait très bien détourner le regard. Bon, ben, les médecins, moi, je ne leur demande pas, effectivement, enfin, le corps médical, le personnel médical en général, je ne lui demande pas, effectivement, de se faire preuve d'héroïsme. Je lui demande simplement de détourner les yeux au moment opportun et de ne pas faire de zèle. Voilà. C'est ce qu'il faut leur demander. Hein. Faites la grève du zèle, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Et c'est dans votre intérêt. C'est parce que de toute façon, vous aussi, vous serez piqué. Donc, donc on est dans le même bateau. Hein. On est dans la même galère. Très bien. Alors, hormis les vidéos, comme tu disais, c'est bien que les gens aillent voir les vidéos, mais le plus important, je le dis, c'est d'aller lire les livres. Il n'y a pas que sur le côté promotionnel du bouquin, mais c'est important parce que dans le format de vidéo, on ne détaille pas assez le propos des livres, on survole, et voire même on fait des digressions dans les vidéos ne se trouvent pas dans les bouquins. Donc procurez-vous ce livre, procurez-vous même les autres livres que nous présentons, enfin des autres invités. C'est important, tout est sourcé, on le rappelle, hein, il y a toujours des notes de bas de page, il y en a des conséquentes avec leur traduction, par exemple, un exemple ici, vous les voyez. Donc c'est du travail sérieux, c'est pas de la fabulation ou du fantasme, c'est toujours un travail empirique de recherche qui est fait et ensuite qui est compilé aussi, mais pas que, hein, parce que dedans il y a tout un travail d'essayiste avec comment dirais-je, une ligne directrice. Donc, procurez-vous le suprémacisme blanc, peuple autochtone et Gretrizette, paru aux éditions Culture et Racines. Vous trouverez ça juste en dessous dans la description. Merci Lucien d'être repassé sur la chaîne. Tu reviens quand tu le souhaites, même si tu as un projet dans les cartons, n'importe quoi, n'hésite pas à nous en faire part. Et puis, je te dis à très bientôt. Et, soyez nombreux à soutenir la chaîne surtout. Au revoir. Oui, merci encore une fois. À bientôt. Il n'y a pas de souci. Au revoir.